L'armée allemande n'est plus qu'à quelques kilomètres de Moscou. Chaque jour, la capitale est frappée par les bombardements. La population descend sous terre. Les quais du métro deviennent des abris, des dortoirs, parfois des hôpitaux improvisés. Un écrivain soviétique, Viktor Kravchenko, note dans son journal une impression obsédante. Moscou semble se vider de sa vie. La peur circule plus vite que les obus. Des rumeurs absurdes se propagent. Un coup d'État au Kremlin, l'arrestation de Joseph Staline, la chute imminente du régime. Staline lui-même descend dans le métro. Ses proches l'implorent de quitter la ville tant qu'il en est encore temps. Il refuse. Au cœur du danger, il prend une décision qui va peser sur toute la guerre. Il restera à Moscou. Le 7 novembre 1941, à 8 heures du matin, sous une tempête de neige, les régiments convergent vers la place rouge. Les chars viennent directement du front. Ils sont encore armés. Les troupes défilent alors que l'ennemi est à portée. Staline s'adresse à eux. Ce discours ne change pas la situation militaire immédiate, mais il change l'état d'esprit. Dans les jours qui suivent, les renforts soviétiques parviennent à stabiliser le front devant Moscou. L'offensive allemande échoue. 10 mois plus tard, à l'été 1942, la guerre se déplace vers le sud. Un nouveau nom entre dans l'histoire, Stalingrad. Après l'échec devant Moscou, l'objectif allemand est ailleurs. Contrôler l'accès au pétrole de la mer Caspienne. La ville est presque entièrement occupée. Il ne reste que quelques centaines de mètres à conquérir. Mais chaque immeuble devient une forteresse. Chaque étage se gagne au prix du sang. Un mitrailleur soviétique, Andrei Kozinov, racontera plus tard. On entendait leurs pas, leur souffle. On ne voyait rien. On tirait à l'oreille. À Stalingrad, la bataille dépasse toute mesure. Près de 2 millions d'hommes seront tués, blessés ou capturés. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Staline n'intervient pas directement. Il confie la conduite des opérations à son chef d'état-major, le général Gueorgui Zhukov. Zhukov prépare un piège. Le 19 novembre 1942, à l'aube, l'armée rouge frappe les flancs allemands. Des milliers de chars, des centaines d'avions, près d'1 million de soldats s'abattent sur les lignes ennemies. Les forces soviétiques se rejoignent. L'encerclement est total. Quelques semaines plus tard, environ 300 000 soldats allemands sont enfermés dans la ville, affamés, mal équipés, sans issue. Leur commandant, le maréchal Friedrich Paulus, finit par se rendre. C'est la première fois qu'un maréchal allemand est capturé vivant. Pour Staline, c'est une victoire inespérée. Pour le monde, c'est la première défaite majeure infligée à Adolf Hitler. À partir de là, l'initiative change de camp. Pendant 2 ans, l'armée rouge lance des contre-offensives successives vers l'ouest. Malgré ses crimes passés et son alliance initiale avec l'Allemagne en 1939, Staline devient un acteur incontournable. À Moscou, il reçoit Charles de Gaulle. Puis, à Yalta, il s'assoit à la table des vainqueurs. Le Premier ministre britannique Winston Churchill porte un toast. La vie de Staline est précieuse pour chacun de nous. Churchill le sait. Depuis Stalingrad, l'Union soviétique est devenue une superpuissance militaire. Et il sait aussi qu'après des mois de combat, l'armée rouge finira par entrer à Berlin.